Le magasin Carrefour, Carrefour Market ou Supéco le plus proche pour rencontrer le directeur du magasin. C'est ça, être partenaire de tous les Français. Carrefour. Retrouvez toutes les informations et tous nos engagements sur carrefour.fr. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et le coup de fil ce matin, c'est au docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris. Je voulais faire un point avec vous ce matin sur la situation déjà dans les hôpitaux, sur ce que vous vivez vous au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, la situation sur les hôpitaux de manière générale sur l'Île-de-France, parce que sur l'Hôtel-Dieu, on est dans une situation un peu particulière, parce que le service d'urgence a été fermé pour renforcer les équipes de réanimation, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un biais un peu. On a l'impression que tout se passe en réanimation. Or, depuis mars, ça a quand même beaucoup changé. Là aussi, il n'y a pas que les réa. Alors, ok, les réa, c'est des facteurs limitants, mais les patients, ils sont pris en charge dans des services de pneumologie, de maladies infectieuses avec de l'oxygène. Et puis surtout, quand on parle de 4000 patients qui sont en réanimation, que c'est à peu près le nombre de patients qui sont actuellement en réa. Il faut aussi bien faire le distinguo entre mars-avril où c'était 4000 patients concentrés essentiellement sur deux régions, c'était la région Grand Est et la région Île-de-France. Là, on a 4000 patients répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, ça fait une pression ou une charge de patients un peu différente. C'est un peu dilué et heureusement avec des régions un peu en difficulté. Donc, nous, la situation sur Paris et la région parisienne, elle est avec un flux de patients qui est, j'allais dire, quasiment plus problématique sur les patients non Covid. Ça, c'était le cas avant le confinement que les patients Covid, parce qu'on avait à gérer les patients non Covid, les patients Covid, plus les patients qui n'avaient pas été soignés. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, qui n'avaient pas été soignés pendant la première vague. Et ça, c'est le risque actuellement. Quand on voit la diminution des patients qui viennent aux urgences actuellement, on se demande où ils sont passés. C'est-à-dire que c'est des gens qui probablement vont être en retard de soins et risquent d'avoir des retards très préjudiciables pour leur santé. Ce qui s'était déjà passé lors de la première vague, hein. Ce qui s'était passé lors de la première vague, qui a été probablement largement sous-estimé. Quand on parle de la mortalité, on parle de la mortalité Covid, mais je pense vraiment qu'il y a une mortalité indirecte et des patients non Covid qui est assez préoccupante, des retards de dépistage, de prise en charge de patients. Là, actuellement, vous savez, vous avez des services qui sont dédiés au Covid. Ces patients qui sont dans des lits pour le Covid, de pneumo, de cancérologie, pendant ce temps, il y a d'autres malades de pneumologie qui ont de la bronchite chronique, qui décompensent ou de cancérologie qui ne sont pas pris en charge. Et donc ça, c'est quand même un vrai problème parce que au lieu finalement d'augmenter notre capacité hospitalière, on rogne un peu sur notre capacité hospitalière en convertissant des lits, en déprogrammant, l'assistance publique hôpitaux de Paris déprogramme quasiment 50% des interventions chirurgicales. Ça, c'est problématique parce qu'on va avoir des retards de soins, on va avoir des patients qui n'auront pas les soins nécessaires, plus l'image que ça renvoie, c'est-à-dire qu'on dit aux gens n'allez pas dans les hôpitaux, etc., alors qu'ils pourraient venir dans les hôpitaux, parce que les gens ont peur tout simplement. Donc je pense que ni dans le camp des, vous savez, il y a les alarmistes et les rassuristes, l'idée c'est vraiment d'être pragmatique et de dire aux gens venez vous faire soigner. Oui, vous êtes quoi, rassuriste ou alarmiste? Non, entre les deux. Je suis ni rassuriste ni alarmiste. Ouais. Quand on me demande ça, parce que les médias, vous aimez bien classer ça, quand même les gens. Moi, je me définis comme un pragmatiste. Enfin, quand je regarde les choses, je regarde les chiffres de manière pragmatique. Il ne s'agit pas d'être ni de rassurer en disant il ne se passe rien, parce que ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas alarmer. Vous savez, il y a un autre problème aussi, c'est la santé mentale des gens. C'est-à-dire que on dit les gens sont en retard de soins, etc. C'est vrai sur le plan physique, des cancers. Non dépistés ou non pris en charge ou non opérés, mais la santé mentale, le poids mental qui est fait à force d'alarmer les gens, de dresser un tableau très noir, de dire, je lisais encore un papier dans Le Monde d'un réanimateur qui disait on se prépare à sélectionner les malades, mais enfin ce n'est pas la réalité, ou en tout cas c'est la réalité habituelle des hôpitaux, mais ce sont des choix éthiques, c'est de la médecine de faire ça, et c'est pas parce qu'on est en période Covid qu'on va laisser des gens sur le bord de la route. Donc je pense qu'en plus, le message positif qui est de dire on a appris à soigner les gens depuis le mois de mars, avril, où globalement on les amenait en réanimation, on les intubait et les gens malheureusement mouraient parce qu'on savait que l'intubation était pas la meilleure des solutions. Maintenant, on hospitalise les gens plus en amont,
plus tôt, on leur donne de la dexaméthasone, c'est cette fameuse cortisone, ça a changé le pronostic, on oxygène les gens. Il y a même certaines régions, je pense à la région Rhône-Alpes, qui renvoient les gens à domicile avec de l'oxygénothérapie. Enfin, vous voyez, on peut faire des choses. Donc, dire qu'on ne peut rien faire et que c'est terrible et que ça se remplit, etc., je trouve que c'est un message extrêmement déprimant et qui ne correspond plus à la réalité. Oui, quand on dit on a plus de malades parce qu'on teste plus, c'est un peu des questions basiques que je vous pose, mais qui reviennent régulièrement, où on dit mais évidemment c'est parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas, et puis il y en a pas plus. On n'avait pas ces tests-là au mois de mars, donc on peut pas comparer. Alors, on ne peut pas comparer entre le mois de mars et maintenant, ça c'est clair. Au mois de mars, quand on avait 15 000 tests positifs, c'était 15 000 malades qui étaient déjà à l'hôpital. Et donc, c'était probablement qu'il y en avait 150 000, voire 1,5 million dans la nature qu'on ne testait pas. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 1% de complications à peu près sur cette pathologie. Donc, quand on a les gens qui arrivaient à l'hôpital, c'était 1% de ce qu'on ne voyait pas. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. C'est-à-dire qu'on est encore incapable à date de savoir quelle est la réalité de cette épidémie. Voilà pourquoi je pense que les tests PCR qu'on a avec beaucoup de retard d'ailleurs, même si les labos ont amélioré les choses, mais on les a quand même avec retard, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que ne sont testés que les gens qui veulent bien se faire tester et qu'on est incapable d'avoir un reflet réel à l'instant T de qui est contaminé sur le territoire. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait des tests un peu au hasard sur le territoire. Vous savez, en politique, les sondeurs, ils font ça, ils ont un panel représentatif et ils vont faire des sondages. Il faudrait faire la même chose, ou alors prendre une ville et regarder et tester tout le monde. Et Liverpool vient de tester toute sa population, la Slovaquie vient de tester toute sa population avec des tests rapides. Donc ça permettrait d'avoir une vraie idée du nombre de patients qui sont contaminés. Et peut-être de rassurer aussi en disant finalement sur le nombre de gens qui sont contaminés, il y en a très peu qui vont à l'hôpital. Et puis le deuxième avantage, c'est que ça permettrait de tracer. Parce que là, actuellement, on confine les gens, mais le test trace isole, on est très mauvais là-dessus. Or, les pays asiatiques qui ne confinent pas, pourquoi ils ne confinent pas? Parce qu'ils sont capables de tracer. Et pour tracer, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Il faut qu'on arrive à faire des tests de manière préventive. Ça tombe bien. Là aussi, c'est le progrès par rapport à mars-avril. On a des tests rapides. Les tests PCR, c'est trop tard. Quand vous avez des tests à résultats à 48 heures ou 3-4 jours, les gens ont déjà contaminé plein de gens pendant ces 3-4 jours. En revanche, imaginez dans un lycée, vous faites une campagne de dépistage, non pas de diagnostic, mais de dépistage avec ces tests rapides. Négatif, 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 tu rentres en classe. Hop, positif, on l'isole tout de suite et ça permet de remonter les chaînes de contamination. Donc ça aussi, c'est des messages positifs qu'il faut passer en disant on a ces tests qui sont disponibles, utilisons-les, ça va permettre d'être efficace sur les chaînes de contamination. Oui, et les décisions qui ont été prises sur le confinement, qui est cette fois-ci remis en question, encore une fois, où on dit qu'il faudrait confiner les personnes fragiles, qu'est-ce que vous en pensez ? Confiner les personnes fragiles, ça me semble en termes de discrimination un peu compliqué. En revanche, insister sur, je parlais à l'instant des tests rapides, insister pour que dans les EHPAD, par exemple, il y ait ces tests qui soient faits, peut-être de manière bi-hebdomadaire. On peut faire 2 fois par semaine, on teste le personnel, on teste les résidents. Ça, c'est une manière, finalement, sans parler de confinement, de surprotéger. Moi, je préférerais qu'on surprotège les plus fragiles. Je vous rappelle quand même que plus de 88% des patients qui sont en réanimation sont effectivement des patients qui sont fragiles, âgés, avec une comorbidité. Donc les gens qui sont pas âgés et sans facteur de risque, il y en a moins de 6% en réanimation. Donc mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Oui, mais on ne peut pas faire d'une exception la généralité. La grippe, par exemple, 5% des patients qui décèdent chaque année de la grippe ont moins de 15 ans. Qui en parle? Personne n'en parle. Ouais. Donc on peut pas, et c'est important d'en parler pour pouvoir dire attention, ça peut concerner tout le monde, mais on peut pas faire d'une exception une généralité. Donc ça peut marquer les esprits et je le comprends comme ça, mais il faut pas que ça affole les gens non plus. Et surtout en termes de décision, ça veut dire qu'il faut particulièrement insister sur les gens qui sont âgés, les gens qui sont avec une comorbidité. Les comorbidités, il n'y en a pas 36 000. Il y a l'obésité, c'est 1 patient sur 2 quand même en réanimation, et c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Donc ça veut dire qu'il faut surprotéger. Je dis pas qu'il faut complètement isoler ces gens-là, et attention au confinement dans les EHPAD qui a été terrible lors de la première vague aussi, avec des gens qui font ce qu'on appelle un syndrome de glissement, des gens qui étaient isolés, qui voyaient plus leur famille. En revanche, les surprotéger, donner les moyens de faire des tests et d'isoler les gens qui sont malades pour quelques jours, ça me semble fondamental
général pour éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Pourquoi on ne fait pas pour les visiteurs, tous les visiteurs, tests rapides systématiques à l'entrée? Ça serait des décisions qui seraient pertinentes et qui permettraient de combiner des moyens, j'allais dire, modernes de prise en charge. Ces tests rapides, c'est une manière moderne et récente avec une vie sociale, une vie psychique. La vie psychique, actuellement, elle est en train d'être elle est très compliquée. Voilà. Oui, la contamination, on a des questions sur la contamination. On se contamine par les gouttelettes qui sont projetées par les postillons ou par les mains. Parce qu'on a vu, on a vu hier, je lisais un médecin qui parlait, professeur Pittet, je crois, qui disait qu'il fallait absolument utiliser en gros une bouteille de gel hydroalcoolique par jour. Oui, Didier Pittet qui est un promoteur, c'est promoteur du gel hydroalcoolique, et c'est bien d'être le promoteur du gel hydroalcoolique. C'est bien surtout d'être raisonnable et tenable sur du long terme, parce que je crois que là, on est sur des en mars-avril, vous vous rappelez, il y a des gens qui n'osaient pas aller faire leurs courses, qui désinfectaient tout, etc., parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Je crois que les bons réflexes, c'est de dire je me lave les mains au moins une fois par heure, ça c'est bien. Quand j'ai pas d'eau, je prends du gel hydroalcoolique. Après, est-ce que c'est 1 litre? J'en sais rien, parce que ça paraît déraisonnable et pas tenable à long terme. La contamination, elle est par voie aéroportée, donc on sait qu'elle est gouttelette, c'est sûr. Elle est par voie aérosolisée, donc le fait d'être derrière son masque, finalement, ça évite de projeter des gouttelettes. Le fait d'aérer, ça permet d'éliminer tout ce qui est aérosol dans l'air. Et puis, des gouttelettes, elles peuvent se mettre sur les mains aussi, donc c'est bien de se laver les mains. Mais il faut être raisonnable, il ne faut pas être paranoïaque, il faut être raisonnable, se laver les mains, aérer. C'est un message qui n'a pas été assez passé, je trouve, en France notamment, et puis le port du masque en intérieur essentiellement. Mais encore une fois, ça c'est des mesures, j'allais dire, on court après la vraie mesure dans une entreprise. Si vous aviez à l'entrée de l'entreprise, vous aviez des tests rapides qui étaient faits et qui permettraient de dire tac, positif, hop, j'isole tout de suite, là on casserait les chaînes de contamination. Actuellement, on court après finalement avec ces mesures-là, et on n'est pas capable de remonter les chaînes. Est-ce que ce sont ces tests antigéniques, enfin ceux qui sont en train d'arriver, qui pourraient nous aider justement, ou ils sont pas suffisamment fiables? Ah non, mais je pense qu'ils sont très fiables. Non, mais la Haute Autorité de Santé, de toute façon, n'autorise pas des choses qui sont pas fiables. Ils les ont mis dans les stratégies de dépistage de masse. Donc, c'est pas pour des gens qui ont des symptômes ou pas pour des gens qui ont été cas contact d'un cas positif. Ça, c'est la PCR, il n'y a pas de discussion. En revanche, pour tous les autres, dans les lycées, dans les boîtes de nuit, plutôt que de fermer les boîtes de nuit, à la limite, dans la file d'attente, il y a probablement des gens positifs, et ça serait intéressant en termes de santé publique de les récupérer et de les dépister. Dans les entreprises, ça permettrait de faire redémarrer les entreprises aussi, parce que là on est vraiment dans des situations où dans les théâtres il n'y a pas eu de cluster et les théâtres sont mis à l'arrêt. Donc encore une fois, il faut que ça soit tenable. Quand vous voyez que l'Organisation mondiale de la santé dit on va vivre avec ce virus pour toujours, et très probablement comme on a toujours vécu avec des virus depuis des millénaires, eh bien il faut qu'on s'adapte, et il faut qu'on s'adapte avec des choses tenables. Quand j'entends le masque 24 heures sur 24 ou à la maison, ça n'a pas de sens. Quand on est malade, oui, on porte le masque, mais sinon on porte pas le masque. Et surtout, arrêtons de regarder les courbes monter sans rien faire. Augmentons les capacités hospitalières, parce qu'on est capable de soigner les gens sur des lits conventionnels et de prendre les autres personnes malades. Et puis faisons des tests rapides, préventifs, c'est-à-dire changer de stratégie sur les tests plutôt que de courir après. Très bien, merci beaucoup Dr Kierzek d'avoir été avec nous, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris. Merci de toutes ces précisions.